On se retrouve pour un nouvel épisode des Pincées du Cotentin. Laurent Legrand, ornithologue, se plie aux règles du podcast. Laurent nous invite à la découverte des oiseaux du Cotentin. On vous souhaite une très belle écoute. Donc aujourd'hui, nous sommes à la Maison du Parc à Sainte-Marie-du-Mont en compagnie de Laurent Legrand, ornithologue passionné dans le Cotentin et gérant de l'oiseau arpenteur. Laurent organise des sorties nature dans le Cotentin afin de partager sa passion pour la faune aviaire et de permettre à tous d'observer les oiseaux. Bonjour Laurent et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Pour commencer cette interview, je vais vous poser une série de petites questions. Vous choisissez la réponse qui vous convient le mieux et vous pouvez, si vous le souhaitez, nous expliquer pourquoi ce choix. D'accord. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Vous préférez le Cotentin en été ou en hiver ? Les deux. Vous êtes plutôt plateau de fruits de mer ou produit du terroir ? Plateau de fruits de mer. Randonnée ou sport nautique ? Randonnée. Littoral ou bocage ? Littoral. Artisanat ou patrimoine ? Les deux. Cidre doux ou brut ? Plutôt doux. Oiseau hivernant ou oiseau nicheur ? Les deux. Merci pour ces réponses. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter et de nous expliquer aussi votre passion pour l'ornithologie. Je suis Laurent Legrand. Je suis ornithologue depuis l'âge de 9 ans. J'ai toujours été passionné par la nature. J'habite dans un petit village de la Hague qui s'appelle Aumonville-la-Petite, qui est bien connu. Et j'avais un voisin qui était paysan, donc qui s'appelait Auguste Sanson, puisqu'il n'est plus là aujourd'hui. Et il était passionné de nature et il voulait devenir prof de biologie. Sauf que ses sœurs, quand ses parents sont partis à la retraite, ses sœurs ont repris la ferme. Et les parents ont dit, non, il faut un homme à la ferme. Donc, de prof de biologie, il est passé à la ferme. Et donc, il a profité d'être dans sa campagne et autres pour pouvoir continuer à étudier la nature. Et donc, il a appris énormément de choses, tant sur la faune que la flore. Et son but, comme il voulait être prof, c'était de faire passer un peu son message à d'autres personnes. Et comme moi, j'étais son voisin, et il m'a vu tout petit déjà passionné, et donc du coup, il m'a emmené tous les dimanches après-midi, parce que c'était le jour où il ne travaillait pas. Et avec lui, je l'ai suivi, et il m'a fait découvrir plein de choses, plein d'oiseaux, plein de plantes, plein d'insectes, etc. Et donc ma passion, là, du coup, elle s'est multipliée très très vite, je ne pouvais plus m'arrêter, quoi. Donc voilà, finalement j'avais un prof pour moi tout seul, donc j'ai eu de la chance. C'est ça qui vous a donné envie de devenir ornithologue. Voilà, donc j'ai continué, j'ai toujours fait ça depuis mon âge de 9 ans. Donc ça fait plus de 40 ans que je fais ça. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer le métier d'ornithologue, en quoi cela consiste exactement ? Alors être ornithologue, c'est étudier principalement les oiseaux. Alors on peut être ornithologue avec des oiseaux en cage, mais là, nous, on est spécialisé en ornithologie pour plutôt la faune sauvage. On est d'accord ? Donc les oiseaux sauvages. C'est ce qui nous intéresse en tant qu'ornithologue. Donc ça veut dire on fait des suivis, on peut baguer les oiseaux, on peut les suivre, on fait des comptages. On va surtout étudier la migration, parce que c'est quelque chose de très passionnant, la migration. Après, l'été, on va suivre les oiseaux nicheurs, évidemment, toute la nidification. On va faire plein de stats pour voir si les oiseaux diminuent ou augmentent, parce qu'il y a des cas où les oiseaux ont plutôt une tendance à diminuer, mais aussi quelques espèces ont une tendance à augmenter, donc c'est plutôt enrichissant. Comme quoi, quand on fait un peu de protection, on arrive quand même à quelque chose, donc c'est plutôt... ça nous rend un peu optimistes, quoi, quand même. Et puis, être ornithologue, c'est aussi transmettre, parce qu'on est passionné, donc on rencontre évidemment d'autres ornithologues, donc on parle d'oiseaux, mais c'est aussi de faire passer le message à d'autres personnes, surtout à des jeunes, pour leur expliquer que la nature, elle est à côté de chez nous, même quand on habite en ville, il y a forcément un parc, il y a forcément des oiseaux qui seront aussi bien en campagne qu'en ville, quoi. Il y a des oiseaux partout, on va dire. Et donc, c'est de faire passer un message et de dire qu'on peut devenir ornithologue même en habitant dans le cœur de Paris. Et du coup, vous, avec l'oiseau arpenteur, quelles activités vous proposez aux visiteurs pour qu'ils découvrent justement
votre passion. Oui, et ben moi, justement, mon but, c'est de faire passer un peu mon message, c'est de dire, moi, ça fait 40 ans que je fais de l'ornithologie, et maintenant, j'ai plutôt envie de transmettre, donc d'essayer d'avoir des gens passionnés par la nature, et puis surtout de la respecter. Ça, aujourd'hui, c'est important. La nature, on en a vraiment bien besoin. Le but, c'est de transmettre ma passion, mais pas que, parce que le but, c'est pas de dire aux gens, dès demain, vous allez connaître 100, 200 espèces, me sortir 200 noms. C'est vraiment prendre conscience, tout simplement, qu'il y a, juste lors d'une sortie de 2 heures ou 3 heures, on va voir peut-être une trentaine d'espèces, donc dans n'importe quel milieu, qu'on soit dans une ville, qu'on soit en plein milieu d'un marais comme ici, ou dans un bois, on va avoir forcément des espèces très très communes que les gens ne connaissent pas. Donc c'est vraiment pour leur faire passer un message en leur disant que finalement la nature elle est là, quoi, elle est à nos pieds, quoi. Il suffit de regarder, quoi, et d'écouter. Et justement, vous parlez d'espèces. Quelles sont les espèces emblématiques dans le Cotentin ? Alors là, il y en a plusieurs. Les espèces emblématiques, là, il y en a beaucoup. Alors si je prends l'aigle, l'espèce emblématique, c'est une petite fauvette qui s'appelle la fauvette Pichou. Voilà, elle a un joli nom, hein. Et la fauvette Pichou, c'est un oiseau qu'on va trouver essentiellement dans le Nord-Cotentin et beaucoup dans l'Aigle, parce que c'est un oiseau qui vit dans les Landes. Donc dans les Landes à Ajon et Bruyères. Donc on l'a trouvé principalement dans l'Aigle, et ensuite on la retrouve dans les Landes de Bretagne. Et ensuite, c'est dans tous les massifs montagneux du sud de la France. Donc vraiment, il y a une petite population qui vit vraiment dans le nord-ouest de la France, quoi. Donc c'est un peu l'oiseau emblématique, on va dire, de la Hague, mais il y en a plein d'autres, hein. Dans les marais de Carentan, ça va être plutôt les oiseaux d'eau, on est d'accord. Donc là, ça va être plutôt les canards, certaines espèces de canards qui ne sont pas communs. Mais il y a aussi maintenant, depuis peu de temps, il va y avoir les aigrettes, la grande aigrette, qui est un oiseau qui est nouveau pour le Cotentin. Il y a exactement 30-40 ans, la grande aigrette, il n'y en avait pas du tout ici. C'était une espèce méditerranéenne. Donc c'est une espèce due à la protection qui se porte de mieux en mieux et donc qui a commencé à remonter sur la façade atlantique et qui est arrivée en Normandie. Et on la voit beaucoup sur le parc maintenant des Marais, quoi. Et aussi, l'autre espèce emblématique, évidemment, du parc des Marais, c'est la cigogne blanche. Voilà une espèce emblématique, hein, une espèce qui a failli vraiment disparaître dans les années 60. Il restait quelques couples dans le parc, et grâce à la protection et autres, aujourd'hui on a plus de 270 couples sur l'ensemble du parc régional des Marais du Cotentin et du Bessin, ce qui est quand même pas mal. Ouais, et ces espèces, du coup, toutes celles que vous citez, elles viennent ou elles restent du fait de quoi? De la météo, du territoire? C'est plus la démographie qui va faire qu'elles restent ici? Oui, alors les oiseaux, ils viennent. Si un oiseau se plaît pas, de toute façon, si le milieu ne lui plaît pas, c'est un oiseau qui va jamais rester. C'est-à-dire qu'il va passer, mais il va jamais rester. Si le milieu lui convient parfaitement, il va forcément rester. Mais qu'est-ce qui fait rester un oiseau? C'est évidemment ses milieux, mais c'est surtout la nourriture. Un oiseau, il a besoin de nourriture. S'il n'a pas de nourriture, il va s'en aller. Il va aller chercher la nourriture ailleurs, quoi. La cigogne, ici, sur l'ensemble du parc des Marais, il faut savoir qu'il y a 30 000 hectares de prairies humides, ce qui est énorme. Le parc fait 150 000 hectares et il y a 30 000 hectares de prairies humides. Donc, la cigogne, elle y trouve son compte parce qu'elle va manger évidemment des têtards, des grenouilles, mais pas que. Elle ne va pas en manger beaucoup, mais elle va manger dans les prairies aux alentours. Elle va manger plein de mulots, de criquets, etc. Donc ici, elle a tout ce qu'il lui faut. Donc elle va rester forcément ici. Et c'est un oiseau qui niche donc 270 couples dans le parc. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la cigogne, elle se plaît tellement bien certaines restent maintenant à hiverner. Parce qu'elles n'ont plus besoin de migrer, parce qu'elles ont suffisamment de nourriture. Il fait très doux, il fait de plus en plus doux. Donc finalement, les oiseaux, s'ils trouvent leur compte tant sur le plan nourriture que sur l'habitat et autres qui ne bougent pas, qui ne changent pas et qu'on le protège, les oiseaux, ils restent, hein. Ils n'ont plus besoin de migrer. Il y a une évolution qui se crée. Alors, on ne peut pas savoir si c'est dû aussi au changement climatique, probablement. Mais on a encore... C'est une espèce qui est trop récente. Enfin, le retour de l'aigrette, par exemple, ou de la cigogne. Donc
On ne peut pas encore dire que c'est dû au changement climatique, probablement, hein, on est d'accord, mais c'est encore un peu tôt pour le dire. Et en parlant de réchauffement climatique et d'environnement, comment vous recensez, répertoriez les espèces d'oiseaux pour aussi assurer la pérennité des espèces ? Alors là, ce qui se fait, c'est on ne peut pas dire d'une espèce, il y en a plus, il y en a moins. J'en ai vu plus l'année dernière que cette année. Ça scientifiquement parlant, ça n'existe pas. Donc, le seul moyen de donner des chiffres, et c'est ce qui se produit aujourd'hui, depuis très longtemps d'ailleurs, on fait des comptages. On fait des suivis, c'est-à-dire qu'on fait des suivis sur la nidification, on note les premières dates de ponte pour chaque espèce, on note les premières dates d'arrivée pour chaque espèce, etc., etc. Et on compte, on fait des comptages, par exemple sur les canards ici dans le parc des Marais, tous les hivers, c'est compté régulièrement. Ça permet de savoir si les espèces augmentent, diminuent ou chutent complètement, quoi. Si on n'a pas de chiffres, on ne peut pas dire il y en a plus, il y en a moins, ça n'existe pas. Et donc ce travail, il est réalisé exclusivement par les ornithologues ? Il est fait que par les ornithologues, voilà, parce que là, il faut quand même reconnaître les espèces, quand là, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc après, on n'a pas besoin non plus d'être un grand professionnel, on peut le faire, par exemple, tout simplement tous, par exemple sur les hirondelles. Les hirondelles, tout le monde connaît plus ou moins les hirondelles, je pense. Et là, du coup, on peut tous noter la première date d'arrivée d'une hirondelle dans chaque région de France. Et en faisant ça, on s'est aperçu qu'en 40 ans, en l'espace de 40 ans, les oiseaux arrivent de plus en plus tôt, nichent de plus en plus tôt. Et par exemple, si je prends le cas de la Normandie, on sait que pour certaines espèces, en 40 ans, elles nichent 9 jours plus tôt. Ce qui est quand même déjà énorme, 9 jours plus tôt qu'il y a 40 ans. Mais c'est grâce au comptage, c'est grâce à des suivis sur du long terme qu'on apprend plein de choses. Et quand on parle aujourd'hui de diminution d'espèces, par exemple pour certains passereaux, alors il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, hein. Il y a les pollutions, les insecticides, les pesticides, tout ce qu'on veut, destruction de milieux, mais c'est les chiffres qui parlent, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle des suivis temporels d'oiseaux communs. Donc on note tout ce qu'on voit à des dates bien précises et tous les ans au même endroit. Donc s'il y a une destruction de milieu, bah évidemment ça change les choses, mais tout est noté et ça permet justement d'avoir des stats. On peut savoir si on en voit plus, moins ou pas du tout, ou si c'est stable, etc. Il n'y a que comme ça qu'on peut donner des chiffres. Sinon on peut rien faire, quoi. Scientifiquement, on peut rien faire. On peut pas dire il y en a plus, il y en a moins. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il faut aussi écouter la nature, la regarder et l'écouter. Est-ce que les chants des oiseaux, c'est important dans l'ornithologie ou pas ? Oui, alors très important. C'est-à-dire que là, il faut s'entraîner. Aujourd'hui, on a des moyens techniques pour apprendre avec nos fameux portables et autres. On peut avoir plein d'enregistrements, on peut avoir toutes les espèces d'Europe enregistrées, mais c'est pas parce qu'on les entend une fois qu'on se dit bon, c'est facile dans la nature. Une fois qu'on va dans la nature et qu'on essaie d'écouter, si on y va par exemple au mois de mai, on se met par exemple ici au Parc des Marais, on est dehors. Là, on va peut-être entendre 10, 15, voire 30 espèces qui vont chanter en même temps. Alors, quand je dis des chants, il n'y a pas que les chants. Les oiseaux, ils ont tous des cris. Il y a des cris d'alarme, cris d'inquiétude, etc., cris de contact et autres. Et là, c'est très compliqué. Voilà. Parce qu'il n'y a pas qu'une espèce. Hein. Rien que dans le département de la Manche, on a plus de 350 espèces vues au moins une fois. Et avant de connaître tous ces chants et tous les cris, il y a du travail. Il faut s'immerger de la nature, voilà. Et entraîner son oreille. Il faut bien s'entraîner et c'est très important justement de faire du terrain. Et c'est en faisant du terrain qu'on apprend. Hein. C'est des sorties sans arrêt et on apprend. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre justement du temps, justement de se poser, de faire des points d'écoute, c'est ce qu'on appelle des fameux points d'écoute, et on se pose à un moment donné à n'importe quel endroit pendant 10 minutes et on écoute bien ce qui nous entoure et on note tout ce qu'on entend pendant 10 minutes. Et c'est vraiment, ça nous donne, si on fait ça, répéter toujours la même chose sur du long terme, c'est hyper passionnant. Parce que des fois, on entend énormément de choses, et puis 10 ans ou 20 ou 30 ans plus tard, on n'entend plus rien. Ça veut dire que les espèces ont vraiment disparu, vraiment diminué. Ou alors c'est carrément le contraire. On a de nouvelles espèces qu'on n'avait pas avant. Une belle mélodie. Voilà. Alors,
ce qui est rigolo, je reviens un peu sur les histoires d'écoute, parce que quand il y a eu le confinement, enfin les confinements, quand je fais mes animations, les gens me disent quand il y avait le confinement, c'était marrant parce que au moins la nature revenait, parce que on entendait les oiseaux, ils sont revenus. Ils revenaient dans les villes, ils revenaient en campagne, tout ça. Et je dis, mais comment ça, ils revenaient et pourquoi il y en avait plus Je ne comprends pas, là. Et je disais, mais je crois que surtout, la vie humaine s'est arrêtée. Et on a tous pris le temps de se poser et d'écouter. Le premier confinement, il était en février, fin février. Et je dis, vous savez, les oiseaux en hiver, ils ne se reproduisent pas. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'activité qu'ils vont se reproduire. Donc il ne peut pas y en avoir plus. Les oiseaux que vous entendiez là tel jour, ils étaient déjà là avant le confinement. Et là, les gens, ils sont un peu étonnés. Et comme quoi, je leur disais, non, c'est tout simplement, il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus d'activité humaine, donc on prenait le temps, on avait tous le temps d'écouter. Et là, les gens, oui, c'est vrai, effectivement. Et donc, certaines personnes reviennent aujourd'hui à mes amis et ils disent, vous avez raison, ça fait tellement de bien de se poser. Qu'on se pose 10 minutes, un quart d'heure, c'est hyper agréable. Mais même en ville, dans un parc, ils se posent et ils écoutent et ils entendent plein de choses, quoi. Comme quoi, la nature, elle est toujours là, quoi. Ouais, il faut juste prendre le temps. Il faut juste prendre le temps, voilà. Et on va parler du gravelot. C'est une espèce qui est très présente dans le Cotentin, qui est particulièrement menacée, notamment pendant la reproduction. On le voit sur les plages, il y a souvent des panneaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette espèce et justement de comment on peut la reconnaître et la protéger? Ouais, alors, espèce compliquée, déjà, il y a 3 espèces de gravelot dans le Nord Cotentin. Nous avons le petit gravelot, qui niche, lui, pas forcément que sur le littoral. Il peut nicher à l'intérieur des terres, il peut nicher sur les anciennes gravières, dans les carrières, un petit peu inondées, des choses comme ça, sur les bords de fleuves. C'est le moins commun. Après, l'espèce, on va dire entre guillemets, la plus commune, c'est le gravelot à collier interrompu, qui, lui, niche sur les plages. Quelle idée d'aller nicher sur les plages. Donc lui, il niche sur les hauts de plage, et évidemment, il va nicher principalement sur des zones où il y a du sable fin. Donc le sable fin, évidemment, l'été, il est recherché par les baigneurs et les bronzeurs. Donc là, c'est compliqué. Là, ça devient plus compliqué pour lui, parce que du coup, il faut qu'il joue entre les gens qui vont aller tendre leurs serviettes, parce que les gens, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas du tout qu'il y a du gravelot qui niche à cet endroit. Ils ne pensent pas que ça niche, qu'il y a un oiseau un jour va s'installer sur une eau d'une plage, va faire une petite cuvette dans le sable, il va nicher là. Donc là, les mesures de protection sont compliquées, parce qu'il n'y a pas d'autorisation pour fermer des plages, pour protéger qu'une espèce. Ça a beau être une espèce protégée, c'est vraiment une espèce menacée. Le gravelot à collier interrompu, pour dire, il y a 1500 couples nicheurs en France. On a à peu près 200 couples nicheurs sur l'ensemble de la Normandie. Donc ça fait pas beaucoup, mais ça veut dire qu'on a quand même notre part de responsabilité. On essaie de mettre en place des moyens de protection, mais les moyens de protection, c'est que de la surveillance. C'est de dire, on a repéré un nid, il est à tel endroit, on essaye de dire aux gens, si vous pouvez décaler un petit peu vos sacs et autres, ça serait sympa, parce qu'il niche un gravelot. Mais si les gens ne veulent pas bouger, ils ont tout à fait le droit de ne pas bouger. Donc c'est des espèces assez compliquées du coup à protéger. Et les mesures de protection, ça peut être protégé au niveau national. On ne peut pas interdire les gens d'aller sur les plages. Mais on peut leur conseiller donc de faire attention quand ils vont à la plage. Voilà. Donc souvent, le parc régional d'ailleurs, sur toute la côte Est, certaines plages font partie du parc régional, et là, ils mettent des panneaux d'information à chaque entrée de plage, etc. Mais voilà, alors souvent les gens ils passent un petit peu à côté, ils font pas forcément attention. Et moi, dans la petite histoire, ça m'est arrivé de surveiller un nid, et je vois des gens qui s'installent et qui installent la serviette, mais vraiment à 1 mètre du nid. Donc voilà, je me dis, bon, je vais quand même aller les voir. Donc évidemment, on arrive avec une longue vue, des jumelles un peu équipées, avec des sacs et tout, et on leur dit, écoutez, je suis désolé, je suis ornithologue, je surveille une espèce qui s'appelle le gravelot à collier interrompu. Est-ce que vous pouvez décaler un petit peu vos serviettes et autres, parce que le nid est juste là. Là, les gens vous regardent d'un drôle d'œil en disant, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il ne peut pas y avoir un nid là, sur la plage, dans le sable, c'est impossible. Et quand on leur montre,
ils ont l'impression qu'on vient de déposer des œufs, tellement ils veulent pas nous croire, quoi. Donc c'est assez rigolo. Donc beaucoup de gens en général jouent le jeu, ils se déplacent et ils viennent regarder l'oiseau parce qu'on les fait revenir avec nous et on prend du recul. Ils regardent dans la longue vue et ils voient l'adulte qui remonte, qui zigzague entre les autres serviettes et puis qui vient se remettre sur son nid, quoi. Donc c'est assez fantastique. Alors ce qui est assez rigolo de cette espèce, c'est qu'elle est capable quand même de dissimuler un petit peu entre tout le monde et revenir sur son nid. Faut pas être à 1 mètre, hein, mais si c'est à 10 mètres, l'oiseau est capable de revenir sans que personne les voit, quoi. Incroyable. Voilà. Et la troisième espèce, qui est encore plus rare du coup, en tant que nicheur, c'est le grand gravelot. Et le grand gravelot, il niche principalement dans la Hague parce qu'il aime les côtes rocheuses. Et là, on n'a que 30 couples nicheurs. Donc voilà, c'est quand même pas beaucoup. Donc là, lui, il a l'avantage, c'est qu'il niche sur les plages de galets. Donc les plages de galets ne sont pas trop recherchées par les baigneurs. Du coup, donc lui, ça le protège. Voilà, il fait son nid vraiment dans les galets. Donc quand on regarde les œufs, il y a un mimétisme parfait parce qu'on a l'impression que c'est des galets. Donc ça, c'est vraiment super. C'est plus facile de le protéger lui que le gravelot qui est interrompu, qui lui est sur le sable. Voilà. Donc on fera attention la prochaine fois qu'on va sur la plage. Faites attention, il faut vraiment faire attention. Si les personnes, elles veulent observer les oiseaux, quels sont pour vous les endroits clés dans le Cotentin pour les observer ? Alors ça, c'est une question difficile. À vrai dire, je dirais il suffit juste de sortir de chez soi, que ça soit en campagne ou en ville, il y a toujours quelque chose à voir. On va voir que des espèces communes, mais c'est déjà important de les connaître. Donc je dirais qu'il faudrait commencer par ça. Et ensuite, élargir, aller sur le littoral, dans les bois, dans les marais, évidemment. Les marais, c'est des milieux très très riches, très recherchés. Mais des endroits clés, il y en a énormément. Dans la Hague, dans le Val de Serre, la Côte des Havres, les marais, les bois, les forêts. Voilà, tous les milieux sont riches puisqu'on ne va jamais voir les mêmes espèces. C'est comme pour l'écoute, il faut juste prendre le temps. Voilà, c'est toujours pareil. Et est-ce qu'il y a quand même des saisons plus propices à l'observation des oiseaux ? Alors, on voit des oiseaux toute l'année, mais évidemment, quand on connaît un petit peu les oiseaux, ce qui est vraiment sympa pour nous, c'est le printemps, l'arrivée des nouveaux oiseaux, le soleil. Donc ça, c'est une période parce qu'il y a une période de migration des oiseaux qui reviennent du sud. Donc ça, c'est toujours intéressant. La nidification, c'est quand même une bonne période. Et nous, les ornithologues, on est toujours passionnés par la migration. Et c'est l'automne. Alors là, l'automne, c'est vraiment la période, on va dire, de fin août jusqu'à mi-novembre. C'est passionnant parce que là, on a la chance d'avoir une presqu'île. Donc, on a plein de sites de migration, des oiseaux qui viennent du nord de l'Europe, du nord-est de l'Europe et qui descendent plus sur l'Atlantique ou alors certains, évidemment, sur l'Afrique. Et donc, on a la chance vraiment d'avoir des sites de migration assez importants. Et pour nous, c'est super, quoi, parce qu'on peut étudier aussi bien les oiseaux marins, mais aussi les petits passereaux terrestres, quoi, qui passent sur les caps, qui suivent le littoral. Donc, pour nous, c'est extraordinaire, quoi. Et après, il y a les oiseaux hivernants, comme en ce moment. Là, dans les marais, c'est les canards, c'est principalement les canards, hein, on est d'accord. Et sur les espèces, sur la migration, quelles et pourquoi les espèces viennent dans le Cotentin ou repartent du Cotentin pendant la migration ? Alors la migration, c'est plutôt des oiseaux qui passent. C'est pas des oiseaux qui vont s'arrêter. Ils peuvent faire des haltes, mais ils vont jamais rester. C'est-à-dire que ces oiseaux, ils vont arriver du nord-est de l'Europe, ils vont descendre, ils vont se poser, ils vont repartir, ils vont s'alimenter, ils vont repartir. Après, pour ceux qui veulent vraiment rester, c'est différent. C'est des oiseaux qui vont arriver du nord de l'Europe. Donc là, c'est différent. C'est des oiseaux qui vont hiverner. C'est-à-dire qu'ils vont migrer, on est d'accord, ils vont migrer, mais ils vont arriver pour rechercher de l'alimentation, puisque le but premier, c'est toujours pareil, un oiseau, c'est l'alimentation. Donc, ils vont arriver du nord et ils vont rester ici pour hiverner, du coup, parce qu'ils ont suffisamment de nourriture. Il fait doux, le temps est clément ici, alors que dans le nord, il fait trop froid, il n'y a plus moyen pour eux de trouver de la nourriture. Ils vont trouver énormément de nourriture ici, du fait que ça soit des marais. De l'autre côté, on est entouré de 2 baies. Baie du Mont-Saint-Michel, baie d'Évé. Donc les baies, c'est des endroits très riches pour les limicoles. Donc les limicoles, ça veut dire des oiseaux qui se nourrissent dans la vase. Et alors ça, c'est très riche. Et puis après, on a toute la presqu'île, le fait d'avoir des zones rocheuses, des zones sableuses, des zones vaseuses. Et là, on va trouver plein d'espèces différentes.
Et donc, ils trouvent forcément leur nourriture, sinon ils ne resteraient pas. Voilà l'attrait du Cotentin, on va dire. Je sais qu'il y a, par exemple, il y avait la réserve naturelle de Boguillot qui a été réouverte il y a peu. Ça, c'est un spot, par exemple, pour observer les migrations. Là, la réserve naturelle de Boguillot, c'est intéressant toute l'année, évidemment, mais c'est surtout un endroit où les oiseaux viennent hiverner. Donc là, c'est principalement les oies et les canards. Et là, par exemple, il y a un oiseau assez emblématique pour la réserve naturelle de Boguillot, c'est la bernache nonnette. C'est une oie qui vient hiverner ici. Alors, le chiffre paraît pas mirobolant, mais il y a à peu près 1400 oiseaux qui viennent hiverner ici. Mais c'est le premier site d'hivernage pour cette espèce en France. Donc la réserve de Boguillot joue vraiment un rôle pour elle, pour venir se poser ici, pour s'alimenter et repartir ensuite. Et la réserve naturelle de Boguillot, évidemment, c'est un endroit, un haut lieu de l'ornithologie, parce que c'est ouvert au public. Il y a des observatoires. C'est aussi une réserve qui est bien protégée, puisque c'est une réserve naturelle nationale. Donc ça, c'est vraiment un classement qui est extraordinaire, parce que là, c'est le ministère de l'Environnement qui finance une partie. Donc on sait que là, il y a vraiment une protection assez intégrale. Si on avait plein d'endroits comme ça un peu partout en France, ça serait vraiment intéressant. Ça nous manque. C'est un peu triste de créer des réserves, mais on ne devrait pas créer de réserves. Si tout allait bien, on n'aurait pas besoin de créer des réserves. Sauf qu'aujourd'hui, on est vraiment obligé de créer des réserves. C'est un peu triste de le dire, mais c'est comme ça. Et après, vous avez ici les ponts d'Ouve, là où nous sommes, là. C'est des sites, pareil, qui sont protégés, donc c'est des plans d'eau, c'est des marais, donc ça attire d'autres espèces. Et c'est très intéressant aussi, parce que là, il y a une gestion qui se fait, qui est autre, avec du pâturage. Donc, le pâturage fait attirer d'autres espèces qui vont nicher au sol. Vous avez des plans d'eau, donc évidemment, des oiseaux, les canards et autres qui vont se poser. Donc, c'est plein de milieux qui sont différents, mais qui sont très riches. Et du coup, ces lieux, comme ils sont verts, on peut développer des animations de nature pour que les gens, toujours la même chose, pour que les gens puissent découvrir toutes ces espèces qu'ils ne connaissent pas, on va dire. Il y a plein d'espèces, même en canard, les gens même de 40 ans, je pense, qui ne connaissent pas du tout toutes les espèces de canards qu'il peut y avoir à côté de chez eux. Donc le but, c'est ça. C'est d'ouvrir des milieux, c'est pas de mettre tout sous cloche, ça sert à rien. Enfin, on pourrait, mais c'est aussi d'ouvrir justement au grand public, quoi, pour que ça soit un but pédagogique, quoi. Et justement, vous organisez les sorties de nature sur la trace des oiseaux. Est-ce qu'on peut aussi observer la faune sur les sentiers de randonnée, notamment de GR? Est-ce qu'on peut observer partout, une fois partout. Ouais. Oui, non, il n'y a pas d'endroit, c'est partout. On sort de chez soi, on va voir quelque chose. Donc, évidemment, on a un GR qui est extraordinaire, le GR 223, là, qui fait tout le tour de la Manche. Bon, c'est très riche, quoi. En fonction des lieux, si on est dans le Val-de-Serre, côte ouest, côte est, Agde, on va voir plein de choses différentes, quoi. Donc, c'est très riche, quoi. Donc, votre recommandation, c'est de se promener, d'ouvrir les yeux et grand les oreilles aussi. C'est ça. Et de s'équiper un peu. Juste une paire de jumelles. C'est important, une paire de jumelles. Parce qu'à l'œil nu, on a un peu de mal à voir des choses. Donc une paire de jumelles, une petite paire de jumelles toute simple, et puis pas cher, et hop, c'est parti. Un petit sac à dos. Pour avoir un carnet, un crayon et un petit guide ornitho pour commencer, pour avoir quelques références. Au-delà des promenades, l'ornithologie, est-ce que vous pourriez nous partager quelques coups de cœur que vous avez dans le Cotentin, que ce soit un musée, une adresse, une balade, un commerce? La Hague, oui, c'est quand même un milieu. Ce qui est sympa de la Hague, je dirais, c'est qu'on a pratiquement tous les milieux sur un tout petit territoire. Voilà, on retrouve de la falaise, des marais, le littoral évidemment, côte rocheuse, les petits boisements. Donc on a quasiment tous les petits milieux qu'on peut avoir un peu partout, mais sur un tout petit territoire. Donc mon petit coup de cœur, ça va être vraiment la Hague. Et pour vous, qu'est-ce qui rend le Cotentin si unique? Si vous deviez convaincre des visiteurs de venir dans le Cotentin, qu'est-ce que vous leur diriez? Justement, c'est la richesse de tous les milieux. L'avantage, c'est que c'est une presqu'île. Donc, de la côte est à la côte ouest, il n'y a pas beaucoup. On fait 50 km et ça y est, on est d'un côté comme de l'autre. On a vraiment cet avantage d'avoir des marais, des baies, on a plein de milieux qui sont... Et puis, surtout, je dirais qu'on a aussi l'avantage, on a un bocage qui est bien préservé encore. Ça permet de développer une agriculture qui n'est pas encore trop intensive.
Ça, c'est important. Hein. Il y a des endroits où on a quand même arraché les haies, etc. Hein. Pour la biodiversité, ça fait énormément mal. Et on a quand même encore bien préservé ce bocage, qui est important pour moi. Tous ces milieux sont encore à peu près bien préservés par rapport à d'autres régions de France. Donc je pense quand on vient ici, je pense on trouve quelque chose qu'on n'a pas ailleurs, quoi. On le retrouve un peu en Bretagne, hein, sur certains secteurs de la Bretagne. Et puis le Cotentin fait vraiment un peu à part et je trouve que les gens, c'est pour ça, aiment bien venir en Bretagne ou aiment bien venir dans le Cotentin, parce que ceux qui ne connaissent pas le Cotentin, qui viennent pour la première fois, ils disent mais on se croirait quand même un peu en Bretagne. On retrouve plein de coins de Bretagne, mais ce qui est logique puisqu'on est sur le massif armoricain. Et le massif armoricain, c'est exactement le même dans les Côtes d'Armor, Finistère et l'Île-et-Vilaine. C'est exactement le même milieu, c'est les mêmes plantes, c'est les mêmes oiseaux quasiment, donc c'est pareil, quoi. Donc c'est un petit coin de Bretagne, mais il ne faut pas le dire, hein. C'est normand. Hein. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre passion, c'était hyper riche. On espère que ça aura donné envie aux habitants, aux visiteurs d'arpenter le territoire et d'aller surtout découvrir les oiseaux. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Super, merci à vous. Le podcast En Cotentin est un podcast imaginé par l'Office de tourisme du Cotentin et produit par les Cotentinois. Retrouvez tous les épisodes sur Podcastix ainsi que sur vos plateformes d'écoute habituelles. Suivez l'Office de tourisme du Cotentin sur les réseaux sociaux pour plus d'inspiration 100% Cotentin. À très bientôt avec un nouveau pincé.